Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Chalon TV, Radio Éducation. Toute l'équipe de Radio Éducation et de Mon Chalon TV est très heureuse de vous accueillir encore ce samedi 16 novembre 2019 pour votre émission hebdomadaire Un regard nouveau sur la société. Donc comme vous le savez, une émission à travers laquelle nous abordons des thèmes d'actualité qui nous permettent de mieux nous comprendre, de mieux comprendre la société et plus loin l'univers dans lequel nous évoluons. Le temps de saluer Mesme Jeton, Virginie 41, Pourtou Maryse, Daniel Lolonga et tous ceux qui nous rejoindront en direct pour notre émission. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, nous abordons le thème de la maladie, la santé et la maladie. Donc, personne n'a besoin de savoir qu'est-ce que la maladie. On a déjà dans notre esprit un concept de la maladie. La maladie fait partie du quotidien de chacun, quelle que soit l'échelle sociale à laquelle il appartient. Elle est souvent soupçonnée, elle est souvent crainte même, et il faut la diagnostiquer et la traiter dans un milieu déjà conventionnellement établi. On verra aussi aujourd'hui qu'elle est dans une dimension sociale, politique et surtout économique. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la place à Thierry et mes habitants du côté de Kozoa, en tout cas au Cameroun, qui va nous introduire le moment en nous parlant de la santé. Bonjour Thierry. Bonjour Angéline et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et merci pour cette introduction et surtout pour ce thème qui parle du sujet de la maladie et surtout de la santé. Donc, on ne peut pas parler de la maladie effectivement, en effet, sans parler d'abord de la santé. C'est quoi la santé? Lorsque on entre dans les écrits, on va au niveau de l'OMS, qui est l'organisme au niveau mondial qui gère la santé au niveau mondial, au niveau de l'OMS, un organisme de l'ONU. Comment est-ce que l'OMS définit la santé? L'OMS va définir la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc, et ils vont compléter la définition, c'est que la santé n'est pas seulement une absence de maladie. Donc, si on reste au niveau de cette définition et qu'on analyse, on va souligner quelques mots-clés parce que les mots dans cette définition sont bien choisis. À ce niveau de représentation, vous comprenez bien que quand on émet une définition comme ça, on ne choisit pas les mots au hasard. Donc, les mots sont bien choisis. Je vais souligner le mot bien-être. Je vais souligner le mot physique, le mot mental et le mot social. Ces quatre mots-là qui font la définition de ce qu'on va appeler la santé au niveau sociétal. D'abord, le mot bien-être, c'est le mot clé, le mot principal de cette définition. C'est quoi le bien-être? Chacun de nous peut se poser la question. Quand on dit bien-être, pour lui, c'est quoi? C'est quoi le bien-être? Parce que le contenu qu'il va donner à ce mot détermine ce qu'il appelle la santé en fait. Donc, pour moi, en tout cas, je vais tout de suite souligner que le bien-être n'est pas dissociable de l'être. Quand on dit bien-être, vous comprenez bien, on dit bien-être. Donc, l'être, on parle de l'être. Il y a le mot être, il y a le mot bien. Vous comprenez bien qu'on a déjà parlé ici de l'être. L'être renvoie au Créateur. Donc, d'emblée, je vais dire, il n'y a pas de santé en dehors de l'être. Ce n'est pas possible d'être en santé lorsqu'on n'est pas l'être. Si je prends le second mot, on dit bien-être physique. Donc, le rapport entre l'être et la dimension physique, et le rapport entre l'être et l'environnement, on va dire, parce que quand on parle du physique, on parle du mental ou de la société, on parle là de l'environnement. Si je veux définir la santé, moi, je dirais que la santé, en fait, c'est l'harmonie qu'a l'être avec son environnement. L'être en harmonie avec son environnement. C'est ça la santé, en fait. L'être en harmonie avec son environnement. Bon. Maintenant, cela étant dit, au niveau de l'humain, au niveau sociétal, est-ce que c'est comme ça que nous percevons les choses quand on parle de santé?
est-ce que c'est comme ça que nous percevons les choses? Bien sûr que non. Parce que l'être au niveau sociétal, quand on dit bien-être au niveau sociétal, est-ce qu'on parle de l'être? Quand on dit bien-être au niveau sociétal, bien sûr qu'on ne parle pas de l'être. Parce que l'idée que les uns et les autres ont d'eux ne renvoie pas à l'être. Mais ça renvoie à quoi? Quelle est la réalité qui se cache dans ce qu'on va appeler le bien-être? Et c'est là où on se rend compte que ce qu'on va appeler le bien-être, c'est en fait un ensemble de normes. Un ensemble de normes. Qui parle de normes? Quand on parle de normes, on parle de la normale. Ce que la société va définir comme normal. Quand on dit norme, on dit ce qu'on a désigné comme normal. C'est ça qu'on appelle norme. On dit norme, ça veut dire normal. On dit ça, c'est ce qui est normal. Donc, on appelle ça des normes. Donc, quand on dit bien-être, le bien-être, en fait, derrière ce qu'on va appeler le bien-être, ce sont des normes que la société a mis en place, que la société a mis en place. Et derrière ces normes, on va classer ces normes, en fait. On va classer ces normes au niveau physique, dans la dimension physique. On va classer ces normes dans la dimension, entre guillemets, mentale. On va classer ces normes dans la dimension, entre guillemets, sociétale. Et vous comprenez que si les normes qu'on a désignées renvoient à des choses physiques, vous comprenez que l'environnement, quel que soit, que ce soit physique, que ce soit mental et que ce soit sociétal, l'environnement n'est pas un être stable, n'est pas un être figé. L'environnement est un être en mouvement. Alors que les normes sont fixes. Les normes sont fixes. C'est un repère, en fait, artificiel. Quand on parle de normes, c'est un repère artificiel. C'est un repère en dehors de l'être, parce que c'est l'être qui doit être le repère. L'être, c'est par rapport à l'être que l'être doit être en harmonie avec l'environnement. C'est l'être qui est le repère, c'est lui qui est le point de fixation. Mais ici, comme la société est en dehors de l'être, la société a défini ce qu'on appelle des normes. Donc, c'est ça qu'on va appeler bien-être. Pour moi, l'individu lambda, quand on va me dire bien-être, ce bien-être va renvoyer à ces normes-là. Donc, on va définir des normes physiques. Donc, on va me dire, parce que j'ai cet aspect physique, je suis en santé. On va me définir les normes au niveau mental et parce que j'ai cette façon de raisonner mentalement, je suis en santé. On va me définir les normes au niveau de la société et on va dire, parce que je suis intégré de cette façon socialement, je suis en santé. Mais si on va aller plus loin dans cette division-là, on va se rendre compte que ce soit au niveau mental, physique ou, entre guillemets, sociétal, c'est le niveau mental qui est fondamental. Parce que c'est le niveau mental qui met le reste en mouvement. Et on a déjà, qui dit mental ici, dit psychologique, dit conscient, dit pensée. Et si on pénètre la pensée des humains que nous sommes, on va se rendre compte que la plupart d'entre nous, on pense que les pensées nous sont propres. On le sait, on a déjà eu à le partager plusieurs fois, mais les pensées, en fait, ce sont des vibrations environnementales. Ce sont des vibrations environnementales qui ne sont pas fixes, qui ne sont pas figées, la résonance environnementale est un mouvement perpétuel par rapport aux objectifs de l'être. Donc, et comme ces pensées ne sont pas figées, si je me définis en tant que dans ces pensées-là, parce que je me connais, je ne manque pas de l'être, je ne peux pas être stable. Et par définition, je ne peux pas être en santé. Parce que quand on parle de santé, on parle de stabilité. On parle de l'être. On dit l'être en harmonie avec son environnement parce qu'il comprend l'objectif de chaque maillon de l'environnement par rapport au but. Par rapport au but. Le but, c'est lui-même. Le but, c'est son développement. Le but, c'est son épanouissement. Le but, c'est sa multiplication. La multiplication de l'être. Mais si ce que je suis n'émane pas de l'être, je ne peux pas être en harmonie avec l'environnement. Et les normes que la société au plus haut niveau a mis en place ne sont pas faites
pour que l'individu soit en harmonie. Il y a un micro qui est ouvert. Ok, merci. Donc, les normes ne sont pas faites pour que l'individu soit en harmonie avec l'environnement. Les normes sont faites pour servir pour mobiliser l'individu par rapport à eux-mêmes, par rapport à ces normes-là. Parce que quand on met les normes, on dit les normes physiques, par exemple. C'est toujours, ces normes-là émanent de l'environnement. Ils n'émanent pas de l'être. C'est des lois artificielles que l'environnement met en place. Il dit, voilà comment l'aspect physique qu'on va qualifier de normal. Et l'individu qui n'est pas conforme à cet aspect physique va être qualifié d'anormal. Et voilà, on va mettre des normes au niveau mental, au niveau du raisonnement. On va dire l'individu qui n'est pas conforme à cette façon de raisonner n'est pas normal. On va mettre les normes au niveau de la société, les normes architecturales, les normes dans la façon de faire, dans la façon de vivre. L'individu qui n'est pas conforme à ces normes-là est qualifié d'anormal. Et on peut se rendre compte, chacun de nous peut se rendre vite compte que par rapport, il est impossible à un être de se conformer à ces normes-là. C'est pour ça qu'on dit en médecine que toute personne en santé est un malade qui s'ignore. Parce que les normes ne peuvent pas être... Personne ne peut respecter les normes au complet. Personne en tant qu'humain ne peut respecter les normes au complet. Parce que les normes, on va dire dans l'absolu, la société s'est dotée d'une certaine divinité. Mais si on va aller plus loin, on va voir que les normes, on ne peut respecter les normes qu'en étant dans l'être. Il veut dire quoi? On ne peut être en harmonie avec l'environnement qu'en étant l'être, en étant en dehors de l'environnement, c'est-à-dire en étant l'être qui met l'environnement en mouvement. Mais on ne peut pas décider des normes qui émanent de l'environnement et être en harmonie avec eux. L'idée de nous ne peut pas émaner de l'environnement et être en harmonie avec l'environnement, puisque l'environnement, par définition, ne peut pas être en harmonie. Le corps, par exemple, pourquoi la question, je prends un exemple, une image pour que nous comprenions. La question c'est, pourquoi est-ce que nous avons besoin de boire de l'eau, nous avons besoin de manger, pourquoi est-ce qu'on a besoin de tout cela? Mais parce que le corps qu'on utilise, il y a des échanges énergétiques tous les jours, il y a des pertes d'énergie par rapport au mouvement du corps. Il y a des pertes d'énergie. Donc, ce qui montre que le corps n'est pas stable. On est obligé de compenser ces pertes tout le temps. On est obligé de compenser ces pertes tout le temps. Mais comme on ne maîtrise pas le fonctionnement, au niveau sociétal, on ne maîtrise pas comment le corps fonctionne. On ne maîtrise que le peu qu'on connaît, mais on ne maîtrise pas comment le corps fonctionne. Ce qui fait que, même en compensant, on ne compense pas les pertes totalement. Du coup, on va dire que le corps entre dans un fonctionnement qui peut être qualifié de dysfonctionnement, mais qui sied à l'état énergétique dans lequel il est. Je veux dire quoi? C'est normal par rapport à l'état dans lequel le corps est. Parce qu'il y a eu des pertes d'énergie et on ne les a pas compensées. Ce qui montre qu'on n'est pas en harmonie avec l'environnement. Ça veut dire parce qu'on ne connaît pas le fonctionnement de l'environnement. Bon, on peut qualifier ça de maladie, mais on va voir que fondamentalement, c'est parce qu'il n'y a pas l'être. Parce que s'il y a l'être, c'est lui qui peut être en harmonie avec l'environnement. Parce que quand on dit en harmonie, ça veut dire qu'il connaît l'objectif du mouvement de l'environnement. Et quand il y a des pertes d'énergie, il sait comment les compenser par rapport au but. Parce que même s'il y a des pertes d'énergie, que l'être peut dire que non, je ne compense pas parce que ça répond à mon objectif. Suivez mon regard, chacun de nous a déjà eu à prendre un temps de jeûne, un temps de ce qu'on va appeler pénitence au niveau alimentaire. Vous voyez que le jeûne, on accepte volontairement de perdre de l'énergie, mais dans un but bien précis pour notre épanouissement, parce qu'on comprend le fonctionnement. Donc, pour dire que la santé, vraiment, c'est un sujet complexe, c'est un sujet vaste, et le point que je touche là, c'est le point fondamental. Et vous voyez qu'à partir de ce point-là, vous pouvez, les conséquences sont innombrables par rapport à notre quotidien. Parce que tant que le bien-être
c'est pas que le bien-être, c'est pas les normes sociétales. Le bien-être, c'est l'être, en fait. Le bien-être, c'est l'être. Il faut que l'être soit, l'idée qu'on a de nous renvoie à l'être. C'est ça le bien-être. Là, on peut être en harmonie avec l'environnement, que ce soit mental, parce que c'est ça qui est fondamental, physique et sociétal. Mais si on n'est pas l'être, on ne peut pas être en harmonie. C'est impossible. On va se définir par rapport aux normes, mais ces normes-là, qui, par définition, on ne peut pas les respecter. Et ça devient, c'est là où la dimension commerciale du truc entre en jeu. Parce que quand on met des normes, ceux qui ne sont pas dans les normes, parce que c'est impossible d'être dans les normes, sont des malades. Et finalement, tout le monde est des malades qui s'ignorent, en fait. Parce que on va définir la maladie par rapport aux normes que la société a établies. On va dire que celui qui ne respecte pas celui qui n'est pas dans les normes est qualifié de malade. Et là, c'est à partir de là que la dimension commerciale du truc entre. Parce que vous allez, les uns et les autres vont certainement dédouaner ça, mais je veux souligner un point, parce que l'individu qui se pense malade, et il pense que la maladie, il va penser que la maladie, c'est parce qu'il n'arrive pas à respecter les normes. Il va essayer de respecter les normes, mais en essayant de le faire, il va s'user, et finalement, personne, entre guillemets, n'a jamais atteint la santé. Si on atteignait la santé, il veut dire, au niveau physiologique, tel que la société l'a défini, si on atteignait la santé, il veut dire qu'on aurait des immortels, physiologiques, là, vous comprenez? Mais force est de constater qu'on finit tous toujours par être retourné au naturel, parce qu'on est tiré de l'énergie, on retourne à l'énergie, tel que l'être l'a défini. Donc, vous comprenez l'utopie du truc, mais commercialement, c'est vendable. Donc, tant qu'on n'est pas l'être, on ne peut pas être en santé. Donc, je vais m'arrêter là et laisser la place aux autres. Merci. Ce développement, merci beaucoup Thierry, pour ce développement qui nous rapproche de la connaissance importante donc de l'être. Je passe au chat pour saluer Gaylord Hawkes, Fabrice Niamsi, Pourtou Maryse, Manuel Dixie, Arnold Wessou, Sontox et Damon Lyon. Voilà. Donc je vais passer la parole à Franck qui va donc enchaîner sur la maladie, cause, symptômes et objectifs. Voilà, c'est à toi la parole, Franck. Bonjour. Oui, bonjour Annick. Bonjour également à tous ceux qui sont avec toi. Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube et qui auront aussi l'occasion d'écouter ce moment de partage. À la suite de qui a souligné des éléments intéressants, je vais m'attarder selon que ça a été prédéfini sur le point de la maladie. Parce que déjà, personnellement pour moi, le sujet, il est d'une importance capitale. D'une importance capitale parce que c'est un sujet qui touche au quotidien. Il touche au quotidien. Je dirais, comme souvent on a l'habitude, certaines personnes ont l'habitude de dire, il touche au quotidien du commun des mortels. Il touche au quotidien. Et justement, pendant que Frère Thierry était en train de faire son analyse, je regardais l'une des définitions de la maladie selon qu'elle est proposée par certains dictionnaires conventionnels, où la maladie justement est définie comme une altération des fonctions de l'organisme. Mais seulement quand on présente la définition comme ça, ça ne met réellement pas en lumière, ça ne met vraiment pas en lumière déjà ce qu'est la maladie selon qu'elle est définie et aussi ses causes.
Et justement, pendant donc des moments de réflexion tout à l'heure, par rapport au sujet, vous voyez bien que la maladie, selon qu'elle est définie par justement la société, bien sûr, par la société, elle est un programme. Parce que si nous observons un peu l'univers à partir du Créateur, nous ne saurons penser que l'univers serait malade. Autrement dit, c'est le Créateur lui-même qui serait malade. Le Créateur lui-même qui serait malade. Parce que nous avons donc justement l'univers comme un instrument. Donc si et nous prenons cette hypothèse que le Créateur n'existerait pas, vous avez un instrument, je dirais, qui n'existerait pas ou alors qui serait inerte. C'est le Créateur justement qui anime l'univers. Ce qui fait que même le mouvement que l'on observe, ce que l'on traduit en termes d'instabilité, il ne dépend pas directement de l'univers. De plus loin, on peut bien voir que ce mouvement, justement, son déterminant, c'est le Créateur. Lui qui est son déterminant. Donc, comme pour dire donc, que le concept maladie, ce sont des concepts sociétaux. Ce sont des concepts qui ne relèvent que de la programmation sociétale. Et nous allons le voir en utilisant certaines images et même un témoignage personnel que je vais rendre. Et je disais donc que vous verrez bien que cette altération, justement, que l'on peut aussi définir comme dysfonctionnement, on ne le retrouve pas simplement chez les humains. On ne le retrouve pas simplement s'exprimer chez les humains. On peut l'observer chez les animaux, on peut l'observer chez les végétaux, on peut l'observer aussi sur certains robots que nous utilisons quotidiennement, notamment les téléviseurs. On observe justement ce phénomène d'altération. On l'observe dans les ordinateurs que nous utilisons. On peut l'observer aussi dans les voitures. On l'observe dans les téléphones. On l'observe bien. Or, nous savons tous que quand vous prenez par exemple l'exemple d'une voiture, vous allez bien voir que la voiture, c'est un programme qui est conçu par un ingénieur, la voiture. Et généralement, l'ingénieur, avant de concevoir l'outil, il va définir déjà au préalable une politique de conception. Laquelle politique de conception va accompagner plus tard la politique de réalisation qui va donner la possibilité de matérialiser sa pensée. Or, l'ingénieur, selon qu'il conçoit, il construit, par exemple, l'engin ou le programme qu'est la voiture, il va prévoir justement dans ce programme ce que l'on pourrait appeler dysfonctionnement. Il va le prévoir. Parce que déjà que l'ingénieur qui conçoit sa voiture, autour donc de cette voiture, il y a toute une économie qui va être construite. Et cette économie, justement, repose fondamentalement sur ce qu'il prévoira et que l'on appellerait dysfonctionnement. Parce que c'est l'ingénieur lui-même qui se propose, vous voyez bien pour la plupart des cas, qui se propose justement à répondre à ce qui est défini comme dysfonctionnement. Bon, maintenant, qu'est-ce qui cause très souvent le dysfonctionnement de la voiture? Parce que quand vous prenez par exemple une voiture qui sort de l'usine, vous allez voir que selon que cette voiture va vivre des chocs, vous voyez bien que ces chocs vont provoquer son altération, provoquer le dysfonctionnement. Donc vous aviez dans l'interaction justement de cet engin de manière quotidienne qui, que ce soit à court
à moyen ou à long terme, finit justement par générer ce dysfonctionnement qui, à la base, est bel et bien pensé justement par l'ingénieur, parce qu'il s'en sert, il l'a prévu, parce qu'il doit s'en servir, lui, pour se réaliser, pour construire, pour nourrir l'économie qu'il conçoit autour de l'engin qu'il va construire. Donc, vous verrez bien donc que les pièces, généralement, qui se détériorent, c'est sous le coup de l'interaction. C'est sous le coup de l'interaction. Interaction avec la pluie, interaction avec le soleil, interaction avec la route, interaction avec l'environnement. Donc, l'ingénieur le conçoit. C'est ça, justement, qui finit par provoquer l'altération ou alors la détérioration des pièces qui conduira à ce que l'on appelle des pannes. Et vous voyez donc que chaque pièce, selon justement que chaque pièce va être défectueuse, va présenter des signes, des symptômes de défection, ça nous renseignerait simplement sur l'incapacité à la pièce, l'une des pièces, de jouer le rôle, de jouer son rôle. Parce que ce qui fait la bonne santé aussi de la voiture, c'est la capacité que chaque pièce aura, que chaque pièce a ou bien aura, dans la mesure où chaque pièce jouera son rôle de manière efficace pour l'équilibre ou alors la bonne santé de la voiture. Et ce mécanisme-là, on peut l'observer au niveau des téléphones, au niveau des voitures, au niveau des ordinateurs et au niveau de tous les robots que nous utilisons. Mais seulement quand on observe aussi attentivement la structure du produit qui a été défini comme l'homme, qui dans le fond n'a rien à voir avec l'homme. Parce que l'homme, comme émanation du principe créateur, il n'est pas concerné par la maladie. Il n'est pas concerné par la maladie. Donc ce produit humain, on le conçoit comme on conçoit les voitures. Il est conçu comme on conçoit les ordinateurs. C'est la raison pour laquelle il y a bien des ingénieurs sociétaux qui définissent une politique éducative, justement, qui vise le type d'homme à construire. Le type d'homme. Ça veut dire que ce type d'homme, sa structure est bien adaptée aux objectifs de la société. Or, nous savons bien que la société, comme personne morale, ce qui fait, je peux dire, sa pérennité, sa pérennisation, c'est l'économie. Sa pérennisation repose sur l'économie. Donc, on a dans le produit humain au centre, justement, qui est conçu comme pierre angulaire, et autour duquel il y a toute une économie qui est construite. Laquelle économie sur laquelle repose le fonctionnement de la société. Donc, ce qui fait que celui donc qui conçoit ce produit prévoit justement le programme que l'on définit comme maladie. Il le prévoit. Et c'est aussi cet ingénieur qui se charge, donc toujours la société, de répondre, c'est-à-dire à cette carence, à ce besoin. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que quand on parle donc de l'humain, parce qu'il est important que l'on comprenne comment est-ce que les causes justement des maladies, comme on disait tout à l'heure. Parce qu'il faut bien voir que quand on observe le corps humain, vous avez des membres. Et plus loin, vous aviez des organes. Et les membres, tout comme les organes, dans le fond, ne sont que des moyens d'expression de la pensée. Des moyens d'expression de la pensée. Or, c'est très bien que chaque membre, ou alors chaque organe, pour que le corps soit en santé, chaque organe doit jouer son rôle de manière efficace. Ça veut dire que dans le fond, il ne faut pas voir les organes, puisque les organes ne sont des moyens d'expression que de la pensée. Ça veut dire que c'est cette pensée justement qui s'exprime au travers des organes. Donc, si il arriverait que l'on constaterait un dysfonctionnement, une altération au sein d'un organe, il ne faut pas regarder l'organe en lui-même, il faut aller regarder au niveau de la pensée. Au niveau de la pensée. Donc, vous aviez donc le sujet humain, c'est-à-dire que la société va procréer, on dit toujours l'humain tiré de l'environnement, tiré, issu de l'environnement, particule de la nature. Donc, c'est la société donc justement qui le procrée et qui construit sa personnalité.
qui construit ce qu'il représente comme compréhension. Mais vous savez bien que la plupart du temps, selon les milieux où chacun rentre, la plupart des individus rentrent, les milieux familiaux, vous allez bien voir que la compréhension qui est construite, elle est toujours construite pour fonctionner sur le régime de dualité. Sur le régime de dualité. Ça veut dire que nous avons dans l'enfant à la maison. Donc, c'est le parent qui commence déjà à lui dire ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien et ce qui est mal. Et nous disons bien que le parent lui-même au préalable, c'est une compréhension qui a été programmée par la société, par l'environnement. Donc, c'est cette compréhension qui se reproduit et qui va se construire dans l'environnement au travers des parents, qui va davantage pérenniser, c'est-à-dire ce programme-là. Donc, le parent qui commence à dire à l'enfant ce qui est bien, ce qui est mauvais. Et ce qui est défini comme mauvais ou alors comme dangereux, ce sont des éléments à combattre. Ce sont des forces qui ne veulent pas notre bien ou votre bien qu'il faut combattre. Et toutefois, donc, cet individu, selon qu'il a été programmé, fait face aux événements qu'il considère comme dangereux, il les vit comme des chocs. On les vit généralement comme des chocs. Et ce sont ces chocs-là, justement, qui, que ce soit à court, à moyen ou à long terme, qui finissent justement par se traduire par ce que l'on observe sous la forme du dysfonctionnement. Or, généralement, quand il y a un dysfonctionnement, comme l'individu dont justement ne sait pas qui il est, il ne sait pas que le dysfonctionnement, c'est lui, pour la plupart des cas, qui le provoque, justement, par l'interaction là, avec son environnement, l'interaction quotidienne. Donc, c'est cette façon d'aborder les événements au quotidien qui provoque le dysfonctionnement. Mais nous disons bien que cette façon d'aborder les éléments au préalable, elle est conçue, elle est programmatique par l'ingénieur. Et vous voyez bien qu'il y a toute une économie derrière, l'industrie pharmaceutique, qui va purger dans cette réserve économique qu'est la compréhension que l'individu représente, la compréhension que nous pouvons représenter, c'est-à-dire dans la mesure où nous qualifions certains événements de bons et certains événements de mauvais. Et il y a tout un tas de fonctions, n'est-ce pas, sociétales, qui sont organisées tout autour justement de ce que l'on appelle l'altération. Vous avez la fonction des médecins, vous avez la fonction par exemple des infirmiers, vous avez la fonction des aides-soignants, vous avez les fonctions même des gardes-malades. On voit très bien que la société dans le fond se nourrit de tout ce qui est marchepied comme programme. Donc c'est programmatique. Et un autre élément, parce qu'il faut bien voir que la question de dysfonctionnement, c'est aussi lié justement à l'alimentation. C'est bien lié aussi à l'alimentation, parce qu'il faut voir que selon que vous faites face à un événement, ou bien selon que nous faisons face à des situations, c'est-à-dire que nous considérons comme dangereux, vous êtes dans une forme d'alimentation, mais permettez-moi le terme entre guillemets, une mauvaise alimentation. Or, dans le fond, c'est cette mauvaise alimentation justement qui finit par provoquer ce dysfonctionnement que l'on peut observer. Et il y a donc cette perte, justement, en énergie. Et on peut bien assister à ce déséquilibre. Donc, pour chuter, pour rendre un témoignage qui, personnellement, avait été d'une institution extrêmement profonde. Il y a de cela quelques temps, j'ai connu un certain phénomène dans la bouche. Ça fait quelques mois aujourd'hui. Et le frère Thierry, justement, qui est là, j'ai observé le phénomène pendant 2 mois. Mais au bout de 2 mois, je me suis dit qu'il faudrait que j'en parle avec lui, qu'il essaie de me donner un peu son regard par rapport à la situation. Donc, j'avais des blessures dans la bouche et les blessures n'arrivaient pas à finir. Blessures au niveau de la langue, blessures pratiquement dans toute la bouche. Et tout ce que je mangeais, je l'avalais, je peux dire, avec peine. Il y avait des blessures dans la bouche. Je l'avalais avec peine. Et ce qui fait que quand il arrivait même que je mangeais du piment, ça chauffait. Et quand j'en parle avec lui, ça nous a poussé dans un moment de partage. Une pommade, presque une pommade que je devais prendre
pour compenser justement au phénomène que l'on observait. Mais seulement pendant le partage, on parlait aussi justement du mode d'alimentation. C'est lui justement qui me parlait du mode d'alimentation. Et justement, quand j'ai essayé d'être attentif, je me suis rendu compte que la façon dont je m'alimentais au niveau culinaire n'était pas conforme selon que la société aurait défini aux normes, selon que la société les aurait définies. Mais il est vrai, c'était volontaire, c'était expérimental. Et il m'a prescrit donc cette pommade, mais quand il est parti, je ne le lui ai jamais dit. Je profite justement pour rendre témoignage, je n'avais pas acheté la pommade. Et ce que j'avais fait, parce que pendant la conversation, il me disait aussi que les bananes mûres, ce sont des éléments, entre guillemets, complets. Ce sont des éléments complets que quand tu en prends, par exemple, 3 par jour, c'est complet pour l'équilibre de cette dimension extérieure. Et quand il est parti, ce que j'avais fait, je n'avais pas, sur le coup, acheté la pommade. Et j'avais commencé, et je lui ai dit que j'en prends même régulièrement, mais seulement j'avais arrêté pendant le moment. J'avais commencé donc à prendre des bananes. Je vous assure qu'en moins d'une semaine, j'ai réalisé combien la bouche à l'intérieur avait commencé à se rétablir. Il y avait un rétablissement au niveau de la bouche. C'est-à-dire j'avais commencé à veiller un peu sur la façon dont je consommais les éléments. Je vous dis, en moins d'une semaine, pas eu besoin de prendre la pommade, il y a eu rétablissement. En fait, qu'est-ce que je comprends? Il faut que l'on réalise davantage, quand on parle de la maladie, que le corps, c'est de l'énergie, le corps. Et cette énergie, dans le fond, elle se nourrit de l'énergie. Elle se nourrit de l'énergie, du corps. Ça veut dire que ce qui est présenté comme maladie, sous un autre angle, c'est parfois une défaillance en des éléments, justement, qui participent à l'alimentation de ce corps. C'est pourquoi même les médicaments qu'on prend, vous allez voir que si vous scrutez attentivement la structure des médicaments, vous allez retrouver les mêmes éléments que l'on consomme dans la plupart des aliments. On les retrouve, ils sont confinés dans ce que l'on appelle comprimés, dans ce que l'on appelle médicaments. Donc, les médicaments sont une dose énergétique qui ont justement ce rôle de venir compenser le manque d'énergie que le corps représente, ce qu'il aurait perdu. Mais nous disons bien que ça ne se limite pas au niveau culinaire, ce n'est que un seul pan de la situation. Parce que imaginez bien que vous faites face à une situation qui vous perturbe. Donc, par l'interaction quotidienne, vous considérez la situation comme dangereuse. Et que la situation nous plonge ou vous plonge dans les angoisses. Si nous sommes attentifs, vous allez voir que l'angoisse épuise. Les angoisses épuisent. La situation vous plonge dans un sentiment de colère contre quelqu'un. Ce sont des éléments, si vous êtes attentif, si vous perdurez là, ça va vous vider. C'est-à-dire vous allez perdre en énergie, en faculté. Vous faites face à une situation, vous vous mettez à soupçonner quelqu'un, ou alors vous soupçonnez le soleil, vous soupçonnez la lune. Vous allez bien voir que ce sont des attitudes qui participent davantage à vider, c'est-à-dire à diminuer ce que vous pouvez représenter en termes de facultés. Or, nous disons bien que c'est cette interaction de manière globale qui, que ce soit à court, à long, à moyen ou à long terme, qui finit par provoquer ce que l'on appelle maladie. Donc, vous voyez bien que la maladie, c'est un programme. Je dis bien tous les maladies, ce sont des programmes mis sur pied, conçus par les ingénieurs et dont l'objectif, justement, c'est de participer à la construction, à la réalisation de ce qu'ils sont. Donc, c'est cet élément que je peux apporter quant à ce qui concerne la maladie. Vous remets le micro, Angéline. Merci Franck pour ce développement qui va nous permettre d'éclairer notre compréhension, ce développement très riche. Je passe au niveau du chat. Nous avons Viviane qui est arrivée et que je salue. Et je vais passer la parole à Armand pour la guérison, point d'interrogation. C'est à toi Armand. Bonjour Armand. Est-ce que tu es là ? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend Armand. Merci. C'est à bonjour toi. Annick et bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vais emboîter le pas à Franck
en retenant un ou deux éléments parmi les nombreux qui ont été cités par Thierry et lui. Thierry nous a rappelé que l'être, le bien-être n'est pas dissociable de l'être. Et Franck souligna à l'instant que le corps, c'est l'énergie. Et sans revenir sur ce que Andy a souligné au départ, à savoir que nous avons tous une idée de la santé ou de la maladie et même une expérience au quotidien. Je me souviens d'une expérience personnelle où, face à un médecin, il a fait ce qu'il appelle un pronostic par rapport à ce qu'il portait sur mon cas de figure. Et ils appellent ça un pronostic vital. Ça veut dire que il est là pour, dans cette situation-là, pour vous dire combien de temps vous avez encore à vivre ou pas. Donc, quand on parle de santé, ça renvoie souvent, ou de maladie, ça renvoie souvent à cette problématique de la vie ou de la mort, au sens classique du terme. C'est-à-dire, on est là dans un corps, on existe, et à un moment donné, on cesse d'être présent dans ce corps. On appelle ça la mort. Et ce qui donne à la dimension de la santé toute sa force sociétale, c'est qu'elle est connectée à cet imaginaire de la mort. Si vous déconnectez la santé de l'imaginaire de la mort, elle perd de sa force sociale, de sa force politique, de sa force économique, de toute cette dimension qui font d'elle une institution sociétale. Si l'individu aux prises avec ce qu'on appelle maladie n'était pas chargé, ne devenait pas rempli de cette crainte, de cette inquiétude d'être finalement privé de ce qu'il considère comme étant lui, la plus haute privation étant la mort. Mais il y a des privations intermédiaires. Je peux être privé d'un organe, d'un membre, et dans ces différents niveaux de privation planent un peu sur la société comme des menaces qui sont là et dont on voit les manifestations tous les jours, à travers les guerres. Quand il y a des guerres, vous voyez toutes sortes de situations arriver aux gens et ça vous rappelle la réalité de ces menaces. Maintenant, vous voyez bien l'imagerie. Face à ces menaces, il y a une solution. C'est ce qu'on appelle la santé. Et donc, vous avez une population qui est sujette à ces menaces et vous avez un certain nombre, et en face de ça, vous avez une offre, c'est-à-dire des éléments qui vont leur être proposés pour faire face à ces menaces. Mais ces menaces sont graduées. Vous avez les petites maladies, entre guillemets, comme les maux de tête, n'est-ce pas? Il vous suffit de prendre quelques comprimés d'aspirine, mais vous avez des maladies intermédiaires, vous avez des niveaux plus avancés, comme ce qu'on va appeler le cancer. Dès que vous dites à quelqu'un, vous parlez de cancer, ben c'est tout de suite l'idée de la mort qui vient. Parce que tout le vécu sociétal est articulé comme ça. Et ça touche là cette dimension-là qui a été évoquée, qui est la dimension économique. Mais avant de l'aborder, regardons l'élément suivant. Considérez quelqu'un, pour les besoins de notre conversation, qui, en fait, n'est jamais exposé fondamentalement à ce qu'on appelle la maladie, si ce n'est des, disons, les bas niveaux, comme les maux de tête et des choses comme ça. Même cet individu-là finit un jour par s'évaporer. Donc, on voit bien qu'on est, pour ainsi dire, dans une perception, dans une question de perception. Ça veut dire que même ce qu'on présente comme étant la santé ne procure pas ce qu'on appelle la vie. Ce n'est pas une antidote contre la mort. La santé n'est pas le contraire de la mort. La santé n'est que, on va dire, une condition d'existence. Mais comme la notion de vie a été expurgée de la conscience des individus, on leur a donné à la place un concept qui est faux. Thierry le soulignait. Eh bien, le véritable enjeu devient donc de désirer ces conditions d'existence qu'on appelle la santé. Et vous allez voir dans des écrits comme la Bible, les récits les plus abondants que l'on trouve dans une des parties qu'on appelle les évangiles
ou même les épîtres, ce sont des actes dits de guérison qui abondent là-dedans. Et c'est ça qui opère sur le lecteur les plus, je dirais, attirés, une force extraordinaire. Ils vont suivre ces récits parce qu'ils vont rechercher ces éléments-là. Vous voyez, il y a une dimension marketing très, très avancée. Et je ne vais pas rentrer dans cette dimension des organisations religieuses que beaucoup d'entre vous connaissent. Je ferme cette parenthèse. Revenons à la guérison. Thierry l'a souligné, ça renvoie à la normalité. Mais pendant qu'il parlait, l'image qui me venait est celle de ce qu'on appelle l'homosexualité. L'OMS que Thierry nous a cité d'entrée de discussion considérait, il y a encore quelques années, l'homosexualité comme une maladie. Mais on est dans une situation aujourd'hui où c'est devenu une sorte de supranormalité. C'est-à-dire que c'est à se demander même si en dehors de l'homosexualité, il y a encore de la normalité. Donc, ça illustre bien ce que disait Thierry tout à l'heure. La guérison comme retour à la normale, entre guillemets, nous renvoie à cette question, nous amène à questionner cette normalité. Puisqu'on parle de guérison, la guérison étant le retour à la normale, c'est quoi la normale? Et on voit que la normale est le fruit d'une ingénierie sociétale, d'une évolution des consciences. Mais avant de continuer, je voudrais prendre deux images. Lorsque vous avez un individu qui fait ce qu'on appelle du surf, il va au bord de la mer, il a sa planche et il a besoin de vagues. S'il n'y a pas de vagues, il ne peut pas surfer. Mais pour celui qui ne surfe pas, lorsqu'il voit des vagues, ça peut être juste un spectacle, ça peut être un objet d'inquiétude si la vague est très haute, etc. Mais pour le surfeur, la même vague, c'est un outil. Donc, vous voyez qu'il y a là, dans cette image, un rapport à un même événement que l'un peut percevoir d'une manière et l'autre d'une autre, selon la relation qu'il entretient avec et selon les objectifs qu'il vise. Je vais prendre un deuxième exemple. Là, nous sommes toujours dans la guérison. Et la guérison ici, le sujet que je voudrais toucher, c'est la relation, n'est-ce pas, de l'individu à lui-même pour déboucher sur la relation avec l'environnement. Les relations au travers de laquelle se décline la notion de maladie. Considérez les états de la mer. Pour ceux qui ont observé la mer, quand on dit mer calme, elle n'est jamais calme, la mer. Elle est toujours en train de bouger. Elle est toujours en mouvement. Mais c'est quoi une mer calme? Ça veut dire qu'on a considéré que lorsque les mouvements sont très petits, ben on appelle ça le calme. Bon, à un autre niveau, il y a des vagues un peu plus hautes. Je parlais du surfeur à l'instant. Mais il y a ce qu'on a appelé dans certains endroits le tsunami. C'est-à-dire c'est des vagues géantes qui viennent déferler sur le continent et détruire ce que les gens appellent leurs habitations. C'est la même mer, dans un autre état. Et ici, vous voyez bien que le regard qu'on va avoir sur ces différents éléments, un navigateur qui est concerné par la mer, qui a son bateau sur la mer, est-ce qu'il est intéressé par une mer calme? Est-ce que pour lui, la norme de la mer, c'est le calme? S'il y a le calme tout le temps, il ne peut pas naviguer. C'est impossible. Pour naviguer, il faut qu'il sorte du calme, que la mer sorte du calme. Et donc, pour lui, quand la mer sort du calme, ce n'est pas une anomalie. Il ne sort pas de la normale. Et donc, il va avoir besoin des différents états de la mer en fonction des différents objectifs qu'il veut. S'il veut se déplacer, il faut que la mer sorte de ce qu'on appelle le calme. Il faut qu'il y ait du vent. Comme le surfeur qui a besoin de la vague pour se déplacer. Et lorsqu'il veut s'arrêter, ben, il va effectivement apprécier que la mer retourne au calme. Donc les deux sont utiles selon son mouvement. Et on voit ici qu'on peut, dans cette image, considérer l'état de la mer de l'état de l'individu. Franck nous rappelait que l'individu, c'est une énergie. La mer, c'est une énergie.
et l'état de cette mère, l'état de cet individu, selon le niveau où il se trouve, va être considéré comme santé, pas santé, selon la graduation qu'on a mise sur l'échelle dont nous parlait Thierry de la normalité. Mais si l'individu est un navigateur, s'il navigue, n'est-ce pas, dans ces différents états-là d'énergie, eh bien, il va pouvoir évoluer d'un état à l'autre. Il ne va pas considérer ça comme une problématique de demeurer dans un des états de cette échelle. Donc, ici, je suis en train de dire clairement que même un état qu'on appelle maladie, Franck le soulignait, est un outil d'instruction, est un événement parmi d'autres. Mais si je n'ai pour objectif, si mon objectif n'est pas tiré de l'être, ce regard-là, je ne vais pas l'avoir. Et je vais avoir pour désir, n'est-ce pas, d'échapper à ce qu'on m'a fait appeler maladie pour retourner à ce qu'on m'a fait appeler santé. N'ayant au cours de cette transition aucun désir de tirer aucune connaissance de quoi que ce soit sur l'instruction que m'apporte la situation. J'ai un témoignage, n'est-ce pas, personnel, où j'avais dans mon corps à répétition un certain nombre de phénomènes qui se reproduisaient. Alors, étant allé de prescription en prescription, j'ai fini un jour par réaliser, petit à petit, hein, ça ne s'est pas fait comme un éclair qui vous tombe dessus, mais je suis parvenu à la compréhension de ce qui se passait dans ce que j'appelais mon corps. Et je suis parvenu donc à gérer et à fonctionner avec ces événements-là d'une manière telle que ce n'est plus une problématique, la problématique change de nature. Et je peux même contrôler ces phénomènes. Même si ça ne représente pas là un cas général, ce que j'essaie là de dire, c'est que nous avons, avec les sensations que nous ressentons, un rapport qui est inspiré d'un ensemble de paradigmes qui nous ont fait appeler ces choses d'un certain nom, et étant ainsi nommés, nos attitudes et notre comportement est induit. Et nous participons par ce comportement qui nous est donné à une économie globale. Franck le soulignait, je vais juste te donner un chiffre dans le cas de la France. Le PIB, ce qu'on appelle le PIB, c'est-à-dire, on va appeler ça, ils appellent ça la richesse créée dans une année. 10%, c'est-à-dire 1 euro sur 10 est consacré à la santé. Bon, si vous êtes un citoyen, mais vous dites l'État est formidable, il prend 1 euro sur 10 pour ma santé. Oui, mais dans tout échange économique, il y a un acheteur et un vendeur. Ça veut dire que le 1 euro sur 10 là va dans la poche d'un certain vendeur. Toute la richesse qui est créée là, 1 euro sur 10 va dans la poche d'un vendeur. Maintenant, imaginez qu'on arrive au mythe qu'on a appelé la santé. Ce vendeur-là, qui encaisse 1 euro sur 10, vous pensez qu'il va appeler ça comment? Il va considérer que vous êtes là en train vraiment d'arranger la société? Non. Donc, vous comprenez que derrière ce qu'on appelle la santé, il y a des enjeux économiques énormes. Et ces enjeux économiques, là, sont, n'est-ce pas, la convoitise d'un certain nombre d'initiés qui vont se comporter comme des surfeurs sur la mer dont je parlais tout à l'heure. Et ils vont même développer l'ingénierie qu'il faut pour avoir sur la mer une petite tempête pour pouvoir naviguer, calmer le jeu lorsque l'embarcation risque, n'est-ce pas, de subir, de chavirer. Et s'ils arrivent bien à gérer ces règles de la navigation, ils peuvent même passer de 10% à 15% du PIB. C'est un business, mais un business de haut niveau. Et ce business, il est présenté aux citoyens, n'est-ce pas,
comme le plus grand souci qu'on peut avoir de lui donner ce qu'on lui a fait appeler la santé et qui est devenu le désir ultime pour lui, sa famille et ses descendants. Donc, le point que je veux souligner ici avant de rendre la parole, c'est que, ou ajouter à ce qui a été dit, c'est que ce que nous appelons guérison, en un mot, n'est pas séparable de la connaissance de soi. Qui suis-je? Qui est malade? Qui guérit? Voyez? Et il y a là une compréhension de ces éléments-là. Je donnais un témoignage personnel sans rentrer dans les détails, qui vraiment m'a conforté dans cette idée-là. La guérison et la connaissance de soi, on peut dire que c'est la même chose lorsqu'il s'agit de la trajectoire d'une construction identitaire dont la source n'est pas sociétale. À mesure que je me connais, que la connaissance que j'ai de moi, que l'identité que je suis vient du Créateur, n'est-ce pas? Je réalise ainsi même que ce qu'on m'a fait appeler maladie, ce qu'on m'a fait appeler santé, ne sont rien d'autre que des éléments, que des outils qui participent à cette construction. Et je ne suis plus dans la problématique de la guérison au sens sociétal du terme, qui s'applique, comme Thierry le renvoyait tout à l'heure, vu de l'OMS, notamment au physique, qui est la dimension dont la plupart est consciente, la plupart de 7 milliards d'individus. Quand vous leur dites santé, eh bien, majoritairement, ça renvoie au corps. Et nous voyons là que vous pouvez considérer, Thierry soulignait la dimension mentale tout à l'heure, combien, même au plan sociétal, ce qu'on appelle le placebo, a donné aux individus, a donné de constater qu'ils sortaient d'un état de conscience à un autre, avec des informations qu'on leur donnait. On leur faisait croire qu'un élément qu'on leur donnait était censé les guérir, entre guillemets, d'une certaine maladie. Mais dans le fond, ce n'est pas cela qu'on leur donnait. Mais comme ils ont cru à cette information-là, ils se sont retrouvés dans un autre état, qui était comparable à celui de ceux qui recevaient ce médicament. Ici, pourquoi je prends l'exemple du placebo? Pour dire qu'il s'agit d'information, d'alimentation, au sens général du terme, puisque l'individu est information. Et la guérison, c'est quoi? C'est la connexion à la bonne source d'information. Cette source d'information-là, venant de la bonne source et ayant la puissance de la vie, vient, n'est-ce pas, s'intégrer et se construire là pour constituer l'identité qui est porteuse de l'harmonie dont parlait Thierry. Je te rends la parole, Annie. Beaucoup Armand pour ce développement très très intéressant et très riche. Je salue Raymond de 97.1 sur le chat YouTube et je vais passer la parole pour un témoignage à Luc Bimaille. Est-ce que Luc est là? Bonjour Annick. Bonjour Luc. Bonjour Kinshasa. Donc avec le frère Daniel et la sœur Elisabeth. Donc tout le monde vous envoie un chaleureux bonjour des Kings. Et nous avons écouté très attentivement le développement du sujet très très important à partir de Thierry, Franck et tout de suite Armand. Donc déjà c'est au moment où Thierry était en train de nous transmettre une manière de voir des informations extrêmement précieuses que le témoignage dont je vais vous rendre est remonté parce que lui, Franck et Armand ont souligné presque la même chose. Dans le fond, il disait que ce qui peut être interprété comme c'est un état de disharmonie avec l'environnement, dans l'interaction avec l'environnement. Donc, toutefois, qu'on a touché cette dimension-là,
Je pense qu'elle est extrêmement profonde, elle est très vaste. Donc, ça permet d'élargir le contenu même que l'on donne au terme maladie, pas simplement un état qui te ramène à la clinique, ou alors aller voir un médecin, le reste. Donc, quand je l'écoutais, on comprenait bien que la maladie est beaucoup plus vaste. Le terme maladie est beaucoup plus vaste que ça. Par exemple, lorsque je suis dans un état de peur, qui est l'expression d'un état de disharmonie avec l'environnement, je suis dans un état de maladie, en d'autres termes, dysfonctionnement. Quand je suis dans un état d'angoisse, lorsque je suis dans un état d'inquiétude, par exemple, dont peuvent découler beaucoup d'autres choses. Mais vous voyez bien que rares sont ceux qui vont à l'hôpital parce qu'ils ont peur. Rares sont ceux qui vont à l'hôpital pour aller expliquer aux médecins, même si certains arrivent à le faire, aller chez le psy, dire je n'arrive pas à ne pas haïr mon frère, je n'arrive pas à ne pas haïr mon voisin, ainsi de suite. Mais pourtant, tous ces états-là sont bien l'expression de ce qu'on va appeler maladie. Maintenant, la société va choisir une certaine image, certaines formes, comme il le disait, qu'elle va présenter comme maladie. Comme ça, tu ne sauras pas que tu as été construit comme un malade, c'est-à-dire qu'un malade qui s'ignore. Donc, c'est très vaste. Donc, ça me rappelait ces témoignages très importants qui relèvent d'un fait que j'ai vécu, que certains savent, il y a, je pense, 3-4 mois. Donc, nous avons un enfant, certainement, qui écoute en ce moment-ci, qui est du côté de Yaoundé, un garçon qui est un adulte, donc qui s'était retrouvé dans un état assez complexe. N'étant pas sur place lorsque j'ai reçu l'information, j'ai demandé à Thierry, qui parlait tout à l'heure, de passer, voir, avec ce double regard qui le représente, d'abord médecin comme un logiciel social, mais plus loin, plus haut, ce regard à partir duquel il nous analysait la situation tout à l'heure. Donc, je lui disais qu'au moment où tu y passes, c'est que c'est moi qui y passe, et puis je vais beaucoup me fier aux informations que tu m'auras données. Et lorsqu'il était revenu de la visite, il m'a donné son analyse de la situation que j'avais pleinement partagée. Donc, la situation de l'enfant du garçon devenait de plus en plus aiguë. Donc, un trouble de personnalité aigu, très aigu. Et quelques temps après, il a été hospitalisé. J'avais hâte de le rencontrer, j'avais hâte de le voir pour discuter avec lui, parce que je savais que le problème se trouvait à l'intérieur de lui, pas à l'extérieur de lui. Et puis, c'est comme ça que l'occasion s'est présentée. Je suis allé très rapidement à Yaoundé. Et quand je suis arrivé, il était à l'hôpital, je suis allé le sortir de l'hôpital. Le médecin ne voulait pas. J'ai dit au médecin que je voulais qu'il sorte de l'hôpital parce que je voulais prendre le temps de m'occuper de lui, discuter avec lui. Et j'ai pris le temps de discuter avec le garçon. Je suis rentré au fond de lui, faire remonter la profondeur de lui, donc en comprenant que la situation se trouvait au niveau de l'interprétation des événements du quotidien qui accompagnaient son quotidien, notre quotidien, et des événements qui le plongeaient dans des interrogations profondes sur la base de l'analyse des situations venant des paradigmes extérieurs. Donc, qui avait provoqué un état de crise assez profond au niveau intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé simplement à lui donner l'image, un regard autre de ces événements, une interprétation autre de ces événements. Et puis, petit à petit, que je discutais avec lui, il ressortait tel événement, telle situation, l'interprétation qu'il en a fait. Et je lui apportais une autre manière de voir, et c'est ainsi que, petit à petit, bon, ceux qui sont autour peuvent en rendre ce témoignage, le mécanisme, la structure de l'individu a retrouvé son état d'équilibre. Donc, pour revenir sur ce que j'ai rendu ce témoignage en rapport avec ce que Thierry a commencé par souligner en disant en réalité, l'être, c'est-à-dire en voyant au Créateur, puisque c'est lui qui détermine le mouvement de tout, donc en harmonie avec lui-même, puisque c'est lui qui se parle. Ça veut dire que lorsque ce que vous êtes, la représentation de l'être, ce principe qui met tout en mouvement, donc il communique avec lui-même au travers de ce que vous êtes comme sa représentation.
Donc, en ce moment-là, ce n'est même pas tellement avec la création que vous êtes en harmonie, parce que la création, c'est un outil de communication, mais c'est avec celui qui s'exprime au travers de la création. Donc, c'est ça qui, en réalité, détermine ce que les uns et les autres ont interprété, donc l'équilibre. Un état d'équilibre croissant. Et je termine par cet autre témoignage qui est très important. Donc, comme je suis ici à Kinshasa depuis un moment et que constamment nous sommes sur les routes avec le frère Daniel, j'avais constaté que l'état des routes est extrêmement détérioré, une détérioration de l'état des routes qui est vraiment très avancée. Bon, je lui disais, tu vois, frère Daniel, les voitures qui interagissent avec cet environnement, parce que la route elle-même, c'est un état, la route, c'est un environnement vibratoire, la route. J'ai dit les voitures qui sont conçues pour circuler ici. Imagine-toi qu'une voiture qui circule ici, dans l'interaction avec cet état des routes, que la voiture soit en train de développer chaque jour la performance de ses pièces, de son architecture, de sa structure. Mais qu'est-ce qui se passerait? La voiture ne tomberait jamais en panne. Parce qu'en réalité, dans cette interaction, la voiture développerait plutôt ses capacités, mais maintenant, l'ingénieur ne conçoit pas les choses de cette manière. Donc, ce qui se passe au contraire, c'est que dans cette interaction avec l'état des routes, qui semble ne pas adapté à la structure de voiture, les pièces de la voiture s'usent plutôt. Vous voyez, il y a plutôt détérioration de la capacité de l'architecture ou même des pièces de la voiture. Et donc, finalement, la voiture se retrouve au garage. Donc, elle tombe malade. Vous voyez, donc, ces éléments nous donnent très bien de comprendre parce que Armand l'a souligné, si l'interaction avec les événements au quotidien, nous considérons ça, ce que je suis comme représentation du Créateur, considère ça comme un apprentissage. Celui qui apprend développe des facultés. Vous voyez, donc celui qui apprend développe les facultés. Donc en développant les facultés, au contraire, ça donne une maîtrise, contrôle des lois physiques, le fonctionnement des lois physiques. Donc cet individu ne peut pas se retrouver dans l'état d'un programme social qui est programmé effectivement pour que dans cette interaction quotidienne, que les pièces qui le représentent, assemblées par la société, que ces pièces puissent user. Et donc, lorsque les pièces s'usent, lorsque les pièces sont altérées, donc vous savez bien ce qui se passe en ce moment-là, on doit l'amener au garage. Donc voilà le témoignage que j'avais par rapport à ce sujet très, 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 très important. Et puis, on vous dit merci. Merci beaucoup, Luc. Je passe la parole maintenant à Mouzou Parfait du côté du Bénin, qui lui aussi a un témoignage à nous rendre. Bonjour, Parfait. Bonjour, merci de nous avoir donné la parole. Je vais aller très vite, très bref. C'est un sujet qui est, quand ça a été annoncé, ça m'a ramené dès le début de nos institutions et que je voudrais ici témoigner. Quand on a commencé par rentrer en contact avec les institutions et quand on nous disait que c'est cette grande énergie qui a pris des formes diverses et dans des couleurs, dans les images, le Père a permis que je rentre dans un dysfonctionnement. Et dans ce dysfonctionnement, il était arrivé que je suis arrivé à un niveau où je dois vomir. Et premièrement, je suis arrivé à un niveau où la respiration me manquait. Et il fallait que je vomisse. Je ne pouvais pas me lever. Et la sœur m'a amené le pot. Quand j'ouvre la bouche pour vomir, c'est le sang pur que je vomis. Je vomis le sang pur. Mais tel que nous sommes comme programme, vous savez, les informations, quand on est en contact, on réagit automatiquement. Et dès que j'ai vu le sang, j'ai tiqué à l'intérieur. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et tous ceux qui étaient autour de moi sont bouleversés. C'est après qu'une voix a retenti à l'intérieur de moi en me disant, reste tranquille. N'est-ce pas, c'est toi qui écoutes les informations, qui dis que c'est la même énergie qui a pris les formes et les couleurs. Ce que tu es quoi? Tu es énergie. Et ce que tu fais sortir de ta bouche, c'est quoi? C'est énergie. Donc ce qu'on t'a fait pour appeler comme le sang là, c'est faux. Le sang, c'est vraiment l'énergie. Donc c'est elle qui a pris forme comme la couleur rouge. Donc reste tranquille. Donc j'étais calme. Quand j'étais calme, 30 minutes après, je vais encore vomir. Et je vomis de jaune pur.
Et la voix revient en me disant que c'est la même énergie. 30 minutes après encore, je vais revomir encore. Je vomis de verre pur. La voix me revenait en disant que c'est la même énergie, ce n'est pas autre chose. Donc pendant ce temps, tout ce qui était autour de moi, tout le monde était bouleversé et chacun était prêt pour faire sortir le peu qu'il a dans la poche pour que j'aille à l'hôpital. Mais j'étais serein, je disais que non, vous me laissez le temps de réfléchir un peu d'abord. J'attendais jusqu'à ce que j'ai vomi 80 fois du vin foncé. Et dès que j'ai vomi la 80 fois du vin foncé, j'ai transpiré à haute dose et je me suis rétabli dans 5 minutes qui suivaient. Donc, pour dire quoi? Je ne veux pas aller au-delà parce que derrière ça, j'ai reçu beaucoup d'instructions qui n'est pas opportuniste ici. Mais ce que je voulais toucher dans ce coin-là, je peux me poser la question de savoir qu'est-ce qui a créé cette stabilité en moi quand je vomissais le sang. Qu'est-ce qui a créé cette stabilité en moi quand je vomissais le verre de tout ce que je voyais? Et qu'est-ce qui faisait troubler les autres qui étaient prêts pour amener tout ce qu'ils avaient comme économie pour que j'aille à la clinique? C'est la compréhension. Pour dire quoi? Pour dire, en réalité, on peut être debout avec des muscles bien dosés, courir sur 20 km, aussi longtemps qu'on n'a pas la compréhension qui nous permet de comprendre notre fonctionnement, on est des malades debout. Et celui qui peut comprendre le fonctionnement de l'univers, c'est celui qui a créé l'univers. Donc, le vase que nous sommes des malades debout. Qu'on soit dodu ou qu'on soit faible, on est des malades debout. Parce qu'à partir de là, j'ai fini par me rendre compte que ce qu'on appelle maladie, c'est l'état d'inconscience absolue. Le fait de ne pas se connaître, de ne pas connaître comment nous fonctionnons, est une maladie. Qu'on soit gambade ou pas, cela ne change rien de ce que nous sommes. Donc, à partir de là, un individu qui fonctionne à partir des conseils, qui mange à partir des conseils, qui dort à partir des conseils, qui se lève à partir, qui s'habille à partir des conseils, est un être malade. Est un être malade. Donc, juste ce que je voulais apporter comme témoignage à partir de ce sujet qui a été très édifiant, que nous avons écouté développer les uns les autres. Merci. Merci beaucoup Mouzou Parfait pour ce témoignage très édifiant qui nous ramène dans l'essence de ce thème du jour. Effectivement, la maladie, la santé, ça rentre dans la dimension de la compréhension, de l'identité, la question qui suis-je? Et effectivement, tour à tour, nos différents intervenants, Thierry Aimé Bitang, Franck Carlin-Manson, Armand Diomo, Luc Bimaille nous ont permis effectivement de comprendre que le concept de la maladie et même le concept qu'on nous a donné de la santé ne sont que des programmes sociétaux, fruits de programmes sociétaux. Donc, on remercie beaucoup tous nos intervenants pour cette clarté, pour la profondeur. Effectivement, ce thème, il est très riche, très dense et certainement qu'il va faire le fruit d'autres émissions. En attendant, comme vous avez pu le remarquer, il y a eu un souci au niveau de la retransmission en direct du côté de YouTube. Donc, certainement, les modalités de transmission de direct du côté de YouTube ayant changé, le direct a pu être assuré, mais sur Facebook. Donc, pour ceux qui voudraient voir et revoir, un lien vous a été communiqué au niveau du chat pour voir le direct du côté de Facebook. Donc, le Facebook d'Ishak Ben Pépin, Mon Chaland TV, et puis qui sera aussi partagé sur d'autres pages. Je suppose qu'au niveau de YouTube, la vidéo sera disponible en différé. Voilà. Donc aussi, le temps aussi de vous signaler, vous rappeler que Luc Bimaille est du côté du Congo-Kinshasa, donc depuis déjà près d'une semaine, plus d'une semaine, et il y a déjà des actions qui sont menées. Donc pour ceux qui ont pu le suivre dans la radio Héritage au Congo, donc il a notamment apporté un pan de compréhension et puis présenté des conférences qui sont prévues sur place. Donc on vous donnera ultérieurement les différentes dates et lieux pour ceux qui sont sur place, qui voudraient pouvoir y aller. Et puis de notre côté, s'il y a possibilité de retransmission, nous le ferons. Aussi, il était prévu déjà aussi un passage sur la chaîne B1 TV.
dans une émission, mais il a été de manière mutuelle convenu que sa participation sera dans une autre émission plus adaptée au thème de l'Afrique d'aujourd'hui. Donc, normalement, ça devrait être l'émission ITW, toujours sur B1 TV. Et là aussi, on vous tient au courant. Donc, voilà, vous savez toujours que vous pouvez rentrer en contact avec nous par les différents moyens, directement ici, à Montchalon, ou bien par mail, par Montchalon TV. Vous pouvez aussi participer de quelque façon que ce soit, par Tipeee ou en nous contactant. En tout cas, on vous remercie pour votre fidélité. On va vous faire certainement une petite vidéo pour un petit peu clarifier la suite des directs, notamment sur YouTube. Et en attendant, on vous dit à très vite pour de prochaines émissions. Au revoir à tous.